et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Barjo. Alors aujourd'hui, on va parler du culturisme. Alors le culturisme, on va expliquer un peu ce que c'est. On va raconter plein d'histoires sur le sujet, on va raconter comment on pratique, où est-ce qu'on pratique. On va raconter l'histoire de Schwarzy. Et pour ça, on a Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Laurent était déjà venu parmi nous pour parler du rockabilly. Et il y a aussi Christian qui devient un habitué doucement, voilà, et qui posera peut-être des questions au fur et à mesure de l'émission. Et puis Maxime qui est là, qui apprend à enregistrer et à faire le monitoring. Bonjour. Bonjour, on l'entend au loin, dans le lointain. Voilà. Alors, je vais doucement présenter le culturisme. Le culturisme, ça a plusieurs noms, hein. On parle de culturisme, on parle de bodybuilding. Les plus méchants parlent de gonflette, hein. C'est ce qu'a fait Laurent. C'est un grand pratiquant du culturisme. Il a appris très jeune. C'est presque un sport familial d'ailleurs. Et il a 60 ans aujourd'hui, comme moi. Et il pratique encore aujourd'hui. Hein, et il faut voir comment il est, le Laurent. Et il est carré, hein, il est carré, il est musclé. Et je l'inviterai bien pour mes déménagements, pour dire simplement les choses. Voilà, alors Laurent, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce qu'est le culturisme ? Une définition, définition, c'est la gymnastique analytique de tous les muscles du corps. D'accord. De tous les muscles du corps ? De tous les muscles du corps. Donc on a vraiment du moindre bout de pied jusqu'au haut du crâne. Oui, il y a des cycles d'entraînement, comme j'ai dit. Ouais. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que cherche un pratiquant qui veut essayer de... Disons qu'il est un peu ambitieux. Alors, premièrement, il recherche la masse musculaire, la grosse masse musculaire, un gros volume, c'est-à-dire vous pouvez avoir la masse musculaire aux pectoraux et pas avoir de pectoraux supérieurs. Ça. Alors, la définition musculaire, c'est-à-dire l'absence totale de gras entre la peau et le muscle. Hein. Ouais, c'est ça, parce que vous êtes pas bien gras quand même dans le culturisme. Non, mais je veux dire le niveau des compétitions très 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 élevé. Je sais que par exemple à l'époque où j'étais dans certaines salles, les compétiteurs, il fallait que la peau soit plus fin que du papier à cigarette. Hein. Oh là là. Pour ça, pour enlever toute l'eau, ils prennent des diurétiques. Avec tout cela qu'on prend comme problème sur la santé et sur les reins, quoi. On en parlera de toute façon, de d'accord. ces histoires-là. Donc, alors maintenant, je vais parler quand même du matériel, parce que tout il faut en parler. Hein. Attends, je voudrais avancer. En fait, l'idée, c'est donc de construire un corps. C'est vraiment l'idée, c'est par la pratique sportive. Ouais, en fait, le bon mot, c'est bodybuilding, parce que building, ça veut dire construire en américain. En anglais, ça veut dire construire. Je veux dire, on construit pas sur ça, quoi. Bon, on voit pas à la radio, mais il monte le doigt. Donc, alors, on utilise du matériel, des barres olympiques. Hein. Une barre olympique pour les exercices de base, comme le développé couché. C'est quoi, c'est des barres horizontales? C'est des barres olympiques qu'ils utilisent. Ça se présente comment? Oui, en fait, on utilise aussi pour la force athlétique. Si vous connaissez la force athlétique, c'est 4 mouvements. Développé couché, soulevé de terre, squat et flexion de bras. Et une barre pèse 20 kg. D'accord, donc on la porte? Ouais, on la tient plutôt. On la tient, la barre. Ok, elle est fixée? Elle est comment cette barre? Moi je ne sais pas du tout. Hein. Elle fait à peu près 1m85. Hein. Moi, quand je prends la barre pour faire les curls, les biceps, moi je prends une barre, je prends toujours une prise serrée, parce que je considère que la prise serrée, elle est bien adaptée. Elle m'est bien adaptée, quoi. Donc, mais bon, on fait que la barre 20 kg, on les compte avec. C'est comme
C'est comme pour fermer les bars, il y a des petits... Moi, j'ai encore les anciens du professeur Henri Fagot qui vendaient du matériel à Paris, et ça, c'est 2 kilos. Donc je me dis, 2 kilos en plus, c'est 2 kilos en plus. Hein. C'est comme ça, hein, Ouais. c'est ça. Alors il y a aussi ça, les barres courtes, c'est les haltères courts, comme ça, pour faire surtout les biceps, deltoïdes, dorsaux, triceps, comme ça. On a aussi la barre incurvée en EZ, elle fait comme ça. En fait, Elle fait comme ça. Alors, tu peux essayer de la décrire, parce qu'on est à la radio, donc personne ne voit rien. bon, elle est un peu incurvée, c'est-à-dire il y a les angles il y a des angles, parce que bon, quand vous travaillez les biceps, il y a toujours les avant-bras qui interviennent. Et il y a un Allemand qui est venu en Amérique, qui a inventé cette barre. Et il a dit, tiens, si mes coudes, mes poignets, ils seraient comme ça, je peux localiser davantage au biceps. Hein. Ah oui, d'accord, c'est pour mieux voir. Ouais. En fait, ce que tu montres, c'est une barre qui est un peu en W. Ouais, en W, pas vraiment W, Non. comme ça, tac, tac, tac. Et Ouais. tu En peux aussi sinusoïde. travailler les triceps, comme ça. Hein. Enfin, en levant les bras en l'air. Oui. Voilà. Extension des bras derrière la tête, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les poulies à contrepoids qu'il y a dans les salles. Ah oui. Les poulies à contrepoids. Alors, il y a les machines à cam excentré. Alors ça, c'est un Américain du nom d'Arthur Jones, un ingénieur de la marine qui a conçu ça dans les années 70. C'est quand vous faites des étirements comme ça, c'est comme une chaîne de vélo. Ça, plus vous essayez de trucs, plus ça vous tire en arrière. Ah oui, je vois, ouais. Mais c'est Ouais. efficace, hein. C'est efficace. En fait, l'idéal, s'il y a un idéal, ce serait de combiner tous ces exercices en même temps pour avoir le physique valable. Hmm. Donc, ce qu'il y a aussi encore, c'est des planches abdominales, pour travailler des abdominaux. Il y a des machines aussi pour travailler. Mettez les mains comme ça. Ah oui, bah, Flexion du tronc. c'est des barres qu'on met enfin, sur les côtés de la tête et on tient sur les côtés de la tête. Ouais, et, c'est et- sur une et on- machine, vous êtes voilà. assis comme ça et Et c'est vous faites ouais. des abdos. Mais le travail des abdos, c'est bien spécifique. Oui, Bien spécifique. Si vous en faites trop, il faut connaître un peu l'anatomie des muscles aussi. C'est pour ça c'est compliqué. Et pour un amateur, c'est compliqué. Donc il y a aussi des barres parallèles pour faire les dips. Ça sort comme ça, c'est comme ça, et vous vous mettez comme ça. ah oui, non, et mais comme ça et comme ça. vous repoussez. Et certains même, ils mettent un haltère entre les genoux, là, pour faire plus... En fait, ça termine un entraînement. Ça termine un entraînement. Ça fait tout ça, quoi. Ouais, ça c'est vraiment pour les abdominaux, quoi. Ouais. Ouais. Pour Alors, tout, il y a- pour tout. Ouais, mais là, alors, je peux difficilement décrire ce qu'était en train de faire Laurent. Ce que je peux vous Ouais, dire, c'est qu'il bon, bougeait. c'est deux barres, deux barres qui sortent du mur, là. D'accord. Et elles sont étroites. Et elles sont au niveau du bassin. Ouais. Non, elles sont en hauteur des épaules. À Au hauteur niveau des du épaules. bassin, là, il faut que tu... Si tu peux te rapprocher du micro, Ah, Christian. pardon. Ouais. Elles C'est sont ça, à hauteur quoi. des épaules. Ouais. Et alors, il faut tirer dessus comme Non, sur une il traction, faut ou il faut se pousser dessus. T'as déjà vu en gymnastique les barres parallèles Voilà, en ouais. bois? Oui. C'est comme ça que Il faut que t'aies j'imaginais. comme ça, et il faut que tu remontes et tu te trucs, quoi. En fait, c'est un exercice, c'est pas un exercice de base. C'est juste comme ça pour terminer la séance. Ça termine les muscles. D'accord. Mais il faut pas en faire trop parce que le lendemain, il faut toujours prévoir la séance qu'on fait aujourd'hui par rapport à celle du lendemain. Ouais, mais ça, on en parlera plus Ouais, tard d'accord. de toute la Donc, programmation. qu'est-ce que j'ai encore? Oui, disques. Il y a les disques. Moi, j'ai chez moi deux disques de 50 kilos, ou avec des arêtes bien tranchantes. Donc, j'ai intérêt à pas que me tombe sur le genou parce que j'aurai quelques problèmes. Bon, ça c'est le matériel. Et qu'est-ce qu'on en fait? On le porte comme ça Ouais, moi je le porte comme ça. Ou alors je le traîne comme ça. Et Parce ben, que bon, je l'ai commandé à une époque où à Strasbourg,
Quelqu'un connaît le magasin de jouets Very? Oh là là, ça date pas d'hier. Moi, Ouais, mais parce qu'à l'époque, à c'était Strasbourg, déjà fermé à quand je suis l'époque, à arrivé. Strasbourg, il y avait juste une salle. Mhm. Le, L'Institut Ruhlmann, si tu D'accord. connais. Non, non, du tout. Et cette salle, c'était réservé à une certaine clientèle, des commerçants, des cadres supérieurs. Ils ne prenaient pas de gens modestes. Et par contre, mon père, une fois, il est allé au Véry. Il a dit, écoute, regarde, ils ont du matos. Il dit, on va commander un set de 150 kilos. Henri Fagot, à Paris. Et ils l'ont livré avec le camion. Et là, on l'a mis dans la cave. C'est ça, quoi. Oh là là. Et mais tout à l'heure, quand il disait qu'il portait ses 50 kilos, des disques de 50 kilos, il montrait qu'il le portait avec un bras, hein. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Mais bon, Non, mais je disais, à un c'était moment juste. donné, tout ça, ça devient des habitudes. Je veux dire, on ne fait même plus attention. On rentre dans le truc, on fait ça, ça, ça. C'est comme les autres sports, hein. Je veux dire, on a des habitudes, hein. Je Oui, veux bien dire, sûr. ça veut pas dire un jour mon père, moi, le truc lui est tombé sur le pied. Il fallait qu'il mette du synthol du synthol et quelque chose, quoi, parce que c'est comme ça, quoi. Ça, c'est les risques un peu. Bah oui, j'imagine bien, ouais. J'avais une question. T'as dit que tes disques, là, ils avaient qu'ils étaient tranchants, enfin. Oui, parce que ça, C'est quoi l'intérêt de que ça il n'y a soit... pas d'intérêt. À l'époque, il est fondé comme ça. Ah ouais, Il n'y a pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Bon, il y en a. Après, ils les ont arrondis un peu. d'accord. Comme ça, il n'y a pas. C'était pas par rapport à un exercice particulier. Non, 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 rien du tout de cela. D'accord. Here we stand, worlds apart, hearts broken in two. Donc, on va parler un peu de l'histoire du culturisme, ouais. Oui. C'est une histoire intéressante, finalement. On se dit que voilà, aujourd'hui, les gens vont à la salle, hein, ils Oui. disent ça comme ça, et puis ils font plus ou moins les exercices dont tu parles, c'est-à-dire tirer sur des barres avec des trucs asymétriques, ou bien alors, voilà, on en parlera plus tard, après, un peu de l'encadrement de tout ça, parce que c'est pas toujours évident. Mais ça serait bien de remonter, justement, de savoir Oui. d'où ça vient, cette histoire du culturisme. Qu'est-ce qui... Alors là, Comment ça a faut commencé? remonter très, 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 très loin. Bah oui. À l'époque où les Grecs encore, ils ils ont inventé les Jeux Olympiques. D'ailleurs, j'ai lu à l'époque, il y avait encore la revue Le Monde du Muscle, que parmi les épreuves des Jeux Olympiques, il y a une épreuve esthétique où les concurrents passaient sur la scène et Oula. montraient son développement. Et ça, on ne l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais entendu. Bah si, quand même. Enfin, dans les représentations qu'on a du statuaire des anciens Grecs, etc., ou même des Romains, c'est évident que les gens, enfin, que les jeunes hommes posaient et montraient leurs muscles. Enfin, il y avait tout un travail. C'est d'ailleurs assez étonnant. Moi, j'ai toujours été surpris d'un truc, c'est que les peintures de l'époque étaient absolument pas réalistes, alors que les statuaires étaient absolument présentaient des jeunes hommes en parfaite santé, hyper musclés, Oui. et c'était vraiment, voilà, enfin, ils étaient vraiment très réalistes, à l'inverse, quoi. Et vous savez ce qu'ils prenaient? Des gueuses. C'est des carrés comme ça de béton. Il les soulevait comme ça, il les prenait du sol comme ça. C'était vraiment quelque chose de primitif. Ou alors ils affrontaient des animaux à cornes. Ça fait partie du... En fait, si vous avez vu un peu le film 300, là,
Oui. Mais c'est un peu exagéré quand même. Ah bon? Parce qu'ils n'étaient pas comme, ils étaient pas vraiment, tous n'étaient pas comme ça. Hein. Tous n'étaient pas comme ça. Hein. Je peux vous dire que certains, ils étaient même bedonnants. Hein. Que ce soit des, comment dire, des spartiates ou ceux qui travaillent dans dans les arènes. La bière existait déjà à l'époque, hein, c'est ça le truc. Ben oui. Mais aussi le dopage. Ils prenaient des testicules de taureau parce qu'ils pensaient que ça donne de la force, quoi. En fait, ça donnait rien du tout, quoi. C'était juste. Alors moi, ouh là là, la table est... j'ai lu un peu Wikipédia, hein, je suis un peu comme tout le monde. Et en fait, ce que j'ai lu, c'est que ça remonte au 19e siècle, sinon donc le culturisme moderne, Oui, ça oui. revient avec un Allemand qui s'appelle Monsieur Sandow. Sandow, c'est lui qui a inventé les sandos. Ah, d'accord. Et Ouais. c'était pour ça, c'était pour le culturisme. Oui, et il est passé à New York. D'accord. Attends, une question, moi j'ai pas compris ce que c'est un sando. C'est une un... résistance. C'est les élastiques. C'est des extenseurs. Voilà. Des extenseurs C'est avec ce qui des permet, élastiques c'est ce qui permet pour maintenant. travailler les pectoraux. Tout. Ouais. Les Ah ouais. muscles du dos, les épaules, les biceps aussi. D'accord. Mais je sais pas s'ils sont encore en vente. Je sais pas ce qu'ils ont encore en vente. Hein. Bah, ce que je sais, c'est que ça permet d'attacher des trucs sur le porte-bagages à l'arrière. Hein. Ah oui, voilà. Moi, je suis très très sportif. Hein, c'est vraiment Une deuxième nature. une deuxième nature. Ouais. Donc, il se produisait au départ dans des petits cirques. En tout cas, c'est ce que dit Wikipédia. Et c'est le premier athlète qui est reconnu, qui recherchait l'esthétique musculaire plutôt qu'une démonstration de force brute. Je parle du 19e siècle. Hein. Oui. D'accord. Ensuite, on a d'autres athlètes. Alors moi, j'ai les noms de George Hackenschmidt. Ah oui, il a même inventé une machine. Lui aussi. Lui aussi, oui. C'est un scat sur plan incliné, sur un chariot, vous remontez comme ça. C'est un peu comme la Schlitt dans les Vosges. Vous voyez un peu Ah oui, ce qui permettait de quand descendre vous le bois mettez le Ouais, bois sur le derrière, mais Ouais. vous le retenez comme ça. avec les cuisses. Et vous reculez avec les cuisses comme ça. Mais ce monsieur Hackenschmidt a inventé une machine de ce genre-là. D'accord. J'ai aussi... mais c'est bien parce que tu vois, tu as plein d'histoires sur ces gens-là. Edmond Desbonnets. Ah, et des bonnets avec Marcel Rouet, ils ont inventé le culturisme. Voilà, donc en fait, il parle aussi de Monsieur Earl Liedermann, qui doit être allemand aussi ou anglais, je ne sais pas, qui est auteur apparemment du premier traité de culturisme. Puis Oui. qui a écrit, le premier qui a écrit, qui marque, c'est donc ces trois noms-là qui marquent vraiment le début du sport. Ensuite, toi tu me parlais d'un monsieur Demeyer. De Meillet. De Meillet. Bon, ça c'est des années 60 déjà. Ah oui, donc on est déjà beaucoup plus tard. Oui. Oui. Et donc c'est le début, parce que là j'imagine qu'entre-temps il y a eu donc la guerre, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, les années folles, les gens faisaient peut-être un peu moins de sport. Et puis après il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, il y a les années 50, 60, et là on commence à voir donc monsieur C'est surtout Demeyer. les années 40 en France. Marcel Rouet, c'est lui qui a inventé le culturisme avec Edmond Desbonnets. Et là, il commence à se faire connaître. Déjà, il faisait des bras de fer. On disait, oui, mais c'est Monsieur France, Monsieur Truc, bras de fer. Il dit, ça n'a rien à voir. Donc tu disais que ce monsieur Demeyer, il a De Meillet, c'est un élève de Monsieur Marcel Rouet, du D'accord. professeur Marcel Rouet. Et tu me disais qu'il avait... J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Hein. Il a construit un cursus de formation qui est probablement le premier cursus de formation Oui. pour faire du culturisme. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Ouais, de formation scolaire, tu veux dire? Oui, enfin, c'est-à-dire Oui, en fait, le fait c'est- qui a li- normalisé un peu ce qu'il fallait faire pour Oui. devenir culturiste. L'idée, c'était de Marcel Rouet, c'était beauté plastique, mais aussi athlète, c'est-à-dire qui sache utiliser ses muscles pour faire des épreuves sportives.
Mais bon, il a mis à un moment donné la barre très haute. Il fallait faire un arraché de 100 kilos. Je veux dire, le pratiquant moyen ne peut pas faire ça. Hmm. À moins d'être doué, quoi. Hein. Bon, par contre, il y avait aussi le côté naturisme. Ce côté-là, il a aussi développé, c'est-à-dire la vie en plein air, faire du canoë, des choses comme ça, quoi. D'accord. Faire des randos, ça aussi, ça en fait partie. Hein, il ne faut pas couper Ouais. Et tu parlais qu'il avait construit, c'est lui, tu parlais tout à l'heure des histoires des cycles de formation, Oui. et c'est lui qui l'a construit aussi, ces différents cycles de formation. Alors, dans mes notes, j'ai force, endurance, volume, définition, chorégraphie, alimentation. Tu pourrais parler un peu de ça, c'est-à-dire qu'est-ce Ouais, que en c'est fait, que ces force, c'est une répétition. C'est toujours une répétition, la force. Que ce soit dans l'haltérophilie, dans le culturisme ou dans la force athlétique, c'est une répétition. Alors c'est le développé couché. Vous êtes couché sur un banc avec les chevalets et tac, une répétition max. Pour ce qui est de l'endurance, c'est courir. Le fameux, je l'ai fait quand je me suis présenté en 86 au brevet d'État. Même aux épreuves de sélection, c'est un des diplômes les plus sélectifs qui existent. Vraiment, j'étais béton, j'étais pas le même homme. Et il faut courir le fameux test de Cooper. Cooper, c'est un médecin américain qui a inventé l'aérobic et qui te fait courir. Il faut que tu cours 12 tours de stade. À raison de un tour de stade, ça fait 400 mètres. Calcule un peu combien ça fait. Bon, mais rien ne dit qu'il faut être... 4800 Hein? 4800 mètres. Ouais, rien ne dit. Ça, c'est pour l'endurance, parce qu'il pensait volume des pectoraux, volume des pectoraux, volume de la cage, mais aussi capacité. à dire le choc. Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi endurance. Et après le volume. Ah, le volume, c'est Il doit ça. être Les quoi Français, c'est les Américains qui ont vraiment mis l'accent sur le volume à partir des années 60, milieu des années 60, 70, avec des athlètes comme Dave Draper, Larry Scott, premier monsieur Olympia, professionnel. C'est-à-dire, il faut gonfler. Tu t'arrêtes, tu bois un verre, tu continues toute la journée. Oh là là. C'est du gonfle. C'est la méthode, ils appellent ça la méthode bodybuilding. Donc là, on est vraiment dans la gonflette. Là. Là, on est vrai. Mais c'est ça, c'est reconnu. C'est pas gonflant. Alors Maxime est là et Maxime me dit c'est pas gonflant. C'est pas gonflant. Les quoi? C'est pas gonflant. Non, non. Ça va, on s'ennuie pas trop parce qu'à gonfler toute la Mais bon, journée comme de ça. toute façon, le mot gonfler ne veut rien dire en réalité. Parce que si je veux. En réalité, si maintenant je fais un curl pour le biceps augmente et il retombe. Mm. Donc, il faut continuer le lendemain, donc il n'y a pas de, comment dire, d'alternative, quoi. Tu commences, tu continues. Et bon, si tu fais mal l'exercice, il n'y a rien qui gonfle du tout, quoi. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, and I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord.
Ça se voit, hein. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans le culturisme. Non, mais ça, pour moi, tout ça, tu dis c'est pas beau. Pour moi, c'est tout un monde. Je dis pas que c'est pas beau, je dis que c'est pas le plus beau. Non, c'est pas. Mais ça fait partie. Ça fait partie. Hein. Ça fait partie. Après, tu parlais de la définition. Ah, la Dans les définition, c'est vraiment là où c'est le plus dur à avoir, c'est les abdos. Parce que c'est des muscles de paroi. Oui, mais Et qu'est-ce que ça veut dire, définition? Définition musculaire, ça veut dire absence totale de gras. D'accord. Entre, Ça veut dire que les muscles sont bien dessinés Ouais. sur la peau. C'est-à-dire qu'on voit Ouais. exactement. Exactement où les insertions Ouais. Où sont les de muscles. chaque muscle. Au coude, c'est les triceps. Mhm. Et à l'épaule, c'est les biceps. De fait, qu'on voit les tendons. Hein, on voit les tendons tellement là. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Mais ça nécessite aussi un régime le mot régime, je dirais plutôt. On parle de l'alimentation dans d'accord. pas longtemps. Dans tout de suite Mais il y a après. pire encore. Il y a l'écorché. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que Ça parfois risque c'est un écorché en médecine. Oui, 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 mais ça y fait penser même des fois. Ouais, hein. mais bon, je veux dire que certains disent que pour les compétitions, pour certains, l'écorché, c'est pas trop bien. Là, un peu de. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Les jurys de concours, tout le monde n'est pas d'accord. C'est étrange de voir quelqu'un, on voit tellement bien les muscles Oui, qu'on oui, voit les oui, oui. fibres des En fait, muscles. il y a un Français qui s'appelle Gérard Buinou. On voyait les écorchés des fessiers. je te dis pas qu'est-ce que c'était. Hein. Des écorchés des fessiers derrière. Parce que tout le monde pense c'est un cul. Non, il y a un muscle. C'est un muscle. C'est le muscle le plus endurant de tout, avec les mollets, les abdos. Eh oui. Et les fessiers, c'est le muscle le plus endurant. C'est-à-dire tu peux taper dedans comme... c'est ça. Bon, quoi. alors, commence pas à parler de la fessée parce que sinon on n'est pas rendu. Alors ensuite, il y a des formations en chorégraphie dans le culturisme. Oui, alors ça, moi je sais que on a parlé, la plupart des gens, ils vont... Les amateurs qui font des trucs régionaux, ils font des chorégraphies devant leur miroir, en prenant exemple sur une chorégraphie de je sais pas quoi. Par contre, les professionnels, ils font venir Par contre, Schwarzenegger, il a fait venir Cyrielle Claire, qui était une danseuse de l'Opéra de Paris. Oui, tu disais ça, qu'en fait, il y a les formations de haut niveau, en fait, c'est vraiment du travail de danse. Quoi. Haut, Mm. plus que le niveau est haut, plus qu'il demande Mm. et le champion, en fait, le champion des chorégraphies, c'était pas Schwarzenegger. C'était un Français qui s'appelait Serge Nubret. C'était vraiment, on l'appelait la panthère, tellement oui. il était... Fité comme ça. Hein Ouais. Ah, ouais. Hein, c'est ça, quoi. Et donc, pour faire tout ça, on suit aussi des cours Oui, d'alimentation. Bien sûr, je veux dire, regarde un peu ce que les danseurs d'opéra mangent un peu. Ouais. Oui, c'est vrai. Hein, C'est vrai. et le bodybuilding, il y a ça que dans sa dernière préparation, il est presque aussi... Et alors, on mange quoi? On mange plutôt des nouilles, on mange plutôt des les nouilles, il faut légumes. éviter parce que c'est des sucres. Ah, aïe. Il faut éviter les sucres. Bon, Alors, pas de bière non plus. Tout le monde disait au début, quand j'étais débutant, pourquoi tu manges tellement de sucre, t'es pas marathonien. Et c'est vrai, je suis pas marathonien. Ouais. Mais plutôt manger des choses des légumes, des choses comme ça, et boire beaucoup d'eau. De l'eau. D'accord. Non, oui, parce que Et ça s'élimine. de la protéine 92, c'est là, elle est raffinée, il n'y a pas de sucre dedans, mais elle est dégueulasse à avaler, mais ça fait partie du... Et de la viande rouge? La quoi? De la viande rouge? Je veux dire du bœuf? La viande, elle n'est pas... Peu de pratiquants, et même des hauts pratiquants en prennent, parce qu'elle n'est pas adaptée à... Par contre, Van Damme, tu connais Jean-Claude Van Oui, Damme? bien sûr. À un moment donné, il a pris que de la viande, il a eu du problème de cholestérol. Ah Il oui. a dit, mais enlève la viande parce qu'elle n'est pas adaptée. Et des œufs? Pas tous les œufs. Ah, Il y a une protéine dans l'œuf, oui, lactalbumine. d'accord. Ouais, ça, c'est ça. Ça, On c'est va ça pas qu'il faut prendre prendre. l'œuf comme ça et l'avaler.
Il y a des choses qu'on prend dans les aliments. Le C'est blanc pour d'œuf. ça non pas. C'est pour ça qu'on fait maintenant, on a maintenant des poudres de protéines de chaque, des protéines végétales, des protéines animales, et on peut les prendre avant l'entraînement, pendant, et on ne ressent pas de la lourdeur ou quoi que ce soit. On appelle ça de la haute technologie nutritionnelle, quoi. C'est ça. Je sais que dans les années 70, à Strasbourg, on avait une farine de blé avec du sucre de canne. Je veux dire, qu'on prenait ça, on avait l'impression d'avoir mangé un gâteau. Et pour l'entraînement, c'était vraiment pas efficace, quoi. C'est pas génial. Hein. Ouais. Bah, on va revenir un peu à l'histoire. Hein. On va partir aux États-Unis un peu, parce qu'en fait, il y a Oui. quelque chose qui a beaucoup fait avancer le culturisme. C'est la création tu disais, la création de Monsieur Olympia Oui, dans les années 60. 65. En 1965. Septembre 65. Avec des premiers Monsieur Olympia. Oui, alors là, c'est les premiers Monsieur Olympia. Larry Scott. Alors, c'est lui, le premier. Alors, il y a Harold Paul, Dave Draper qui sont venus après. C'était des pratiquants, mais qui étaient déjà, qui avaient un très bon niveau de. Et c'est là que vraiment le volume, pas la masse seulement, le volume a commencé à être vraiment exagéré, quoi. Exagéré. Hypertrophié, le mot. Mhm. Hypertrophié, et en fait, c'était une très bonne idée des frères Vedder, qui étaient des entrepreneurs. Leur but, c'était il y avait une fédération américaine de Bob Hoffman, l'American Bodybuilding Amateur Union, et le but de Vedder, c'était de les... Et il s'en est très bien pris, il a utilisé toutes les armes, y compris l'arme juridique, y compris... il dit, dans vos compétitions, monsieur Bob Hoffman, il n'y a pas d'athlète de couleur. Enfin, tous les trucs possibles, quoi. Tu disais que c'était le moment où il y avait eu cette bascule, où il y a eu une professionnalisation Oui, voilà. De fait, du sport. même certains athlètes américains, comme Frank Zahn, qui était on disait le diamant, on l'appelait le diamant, parce qu'il était taillé comme un diamant. Il a dit, quand il a vu que Schwarzenegger venait, il a dit, le sport va changer, je ne ferai plus de compétition, parce qu'il va remettre tout en lieu, il va tout remettre, y compris les mentalités. Et effectivement, tout a changé à partir de ce moment-là. C'est aussi à partir de ce moment-là que le dopage est devenu quelque chose courante chez les athlètes de haut niveau. Je veux dire, vous allez c'est marqué là-dedans, à Santa Monica. La Mecque des culturistes, c'est Venice, Santa Monica. Et là-bas, il y avait des Dr Strangelove qui donnaient aux amateurs, aux débutants, des pilules. Certains se retrouvaient à l'hôpital, d'autres ils se retrouvaient pas, mais je crois que même Schwartz, il en a pris. Je crois que tout le monde en a pris à cette époque. Il faut aussi penser qu'on est en 1968. Ouais, à cette époque, de toute façon, ne pas se droguer, c'était quasiment pas Ouais, et bien. ça, Schwarzenegger, là, je peux vous raconter une anecdote, si vous voulez les anecdotes. Oh, sur Schwarzenegger, on en parlera tout à l'heure. Ouais, Comme il en a plein, lui. Ben oui, j'imagine bien. Ouais. Mais je me disais quand même qu'aujourd'hui, quand on voit toute cette évolution, parce qu'après ça a continué dans les années 70, c'est à peu près l'époque où moi j'étais adolescent, on avait commencé à voir à la télé des spectacles de culturisme, Ouais. où on voyait des mecs et des nanas d'ailleurs, qui Oui, étaient aussi, oui. hyper taillés, etc. Pour préparer l'émission, j'ai regardé des films sur YouTube, les concours, c'est assez incroyable quand même, la forme des gens, c'est quand même dingue. Et en fait, bizarrement, tu dis que y a de moins en moins de culturisme et que les gens, il y a peu de salles vraiment. Oui, moi, je fais que comparer. Par exemple, moi, je sais quand je prends par exemple l'année où le sport était à Strasbourg, hein, était au sommet. 88, il y avait Star Gym, rue du comment ça s'appelle, en ville là-bas. Et c'était le professeur Lucien de Meillès, il est venu de Paris, il a fait un reportage sur Star Gym, il a dit c'est une pépinière d'athlètes. Tous les mecs sont baraqués, musclés.
Et de temps en temps, il partait il a fait les championnats de France à Lyon. Ouais. Essayer de trouver dans toute la communauté je dis un par semaine, hein, Mhm. vous trouverez pas. Ouais, Donc ça. je veux dire, c'est pas Il y a au nom- effectivement moins quoi, de gens. c'est pas le nombre de salles qui fait la qualité des pratiquants. Mhm. Et donc, aujourd'hui, en fait, les gens vont à la salle. En fait, ils utilisent un peu les mêmes machines. Mais alors, tu disais un truc, tu disais qu'en fait, ils étaient peu, voire pas encadrés, et que donc, ils les utilisaient un peu n'importe comment, Oui, ou oui. juste se muscler éventuellement un peu. Mais alors, pour ce qui est enfin voilà quoi, ce n'est pas encadré comme façon Oui, en de fait, pratiquer. en fait, c'est un problème qui est récurrent dans le milieu. Parce que déjà, moi, à mon époque, en 86, la plupart qui venaient, ils venaient d'un milieu universitaire. Et il y en avait très peu qui venaient d'un milieu bodybuilding. Moi, je venais du milieu bodybuilding. Il y en avait 2 ou 3. Et après, quand on a suivi la formation, les professeurs au CREPS nous disaient « Ah, nous, on ne connaît pas le bodybuilding. On peut vous donner d'anatomie, de psychopédagogie, d'histoire du sport, d'administration, de gestion, tout ça. Mais c'est vous vous devez être bon dans votre discipline. » Problème, c'est que la plupart des élèves, ils n'étaient pas bons dans leur discipline. C'est-à-dire avec une barre à 30 kilos, ils cassaient. Moi, je sais que quand j'ai passé l'épreuve d'entrée à 75 kilos, j'ai fait 20 répétitions. C'est quand même pas rien, je veux dire. Oui, oui, oui. Même, c'est pour ça, il y a toujours... Et ensuite, soit ils ont été diplômés, quand on a été diplômés, certains comme moi, j'avais l'expérience, mais certains n'avaient aucune expérience. Donc eux, ils sont allés dans des salles, ils ont commencé à faire n'importe quoi, les exercices de travers, le matériel n'est pas adapté, tout ça. On avait même je me souviens, Schildikheim, il avait de l'eau dans la salle et dans le vestiaire, ça. C'est-à-dire qu'on marchait dans l'eau. Et son truc, il y a des ventilateurs. Il y a dans le règlement, il faut que le ventilateur soit... Il était à cette hauteur-là. Si je mets la main, aux mains, ça Plus de- j'ai plus de bras. Plus de bras, ouais. Comme ça, c'était aussi. Hein. Donc, et je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à mon avis, ici, il y a plus... À un moment donné, les gens ils ont dit, nous, on ne veut plus de coach. On veut faire ce qu'on a envie de faire. D'accord. Mais vous débrouillez alors. Ouais, ouais. Alors, soit vous ça. achetez des livres, soit vous allez sur le net, vous suivez ça. Mais beaucoup, je connais des gens qui restaient 1 mois après, terminé. On va parler un peu des idées reçues. C'est le truc qui fâche un culturiste forcément parce que voilà. Ouais. Donc je commence. Bon, allez, vas-y. Bon, c'est un sport de tapette. Tapette, ouais. Bon, tu sais que c'est pas en 1959, non, en 1962 en Californie, et Bill Pearl, c'était un bon athlète. Il faisait une pause là sur la plage, il y a une voiture qui vient avec des jeunes. PD. C'est ça, ouais. Donc c'est pas récent ce que tu me dis. C'est pas récent. Donc tapette, je veux dire, ça veut rien dire parce que au contraire, les tapettes, ils apprécient bien les corps musclés Hmm. des deux côtés.
Je veux dire, disons, c'est des remarques que les gens, ils aiment pas le sport, alors ils cherchent ils cherchent quelque chose, quoi. Alors ensuite, les muscles, mais pas la force, pas la puissance, pas l'endurance. Alors on en a parlé un peu, les cycles de formation prouvent bien que c'est pas vrai, quoi. Ouais, ouais. Bon, t'as déjà pris une barre, rien qu'une barre vide de Non. 20 kilos. Non, 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 non. non. Allonge-toi avec Ah dessus non, comme ça ça, risque pas de m'arriver. et ça, et tu vas voir si c'est pas de la force. Hein. Oui, je sais bien, ouais. Ouais. Non, mais c'est étrange, quoi. Tout Et l'endurance, c'est pareil. Il faut faire un certain nombre de répétitions, et tu peux, entre les séries, tu peux réduire le temps de repos. Donc tu Ouais. gagnes en endurance. Ouais, voilà. ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai connu il y avait dans les années 75, à Paris, ça s'appelait le décathlon culturiste. Et il y avait une épreuve de course, une épreuve développé couché, une épreuve de grimper, sauter, et encore une autre. Donc, tout ça, normalement, aurait dû faire en sorte que c'est disparaisse. Mais ça disparaîtra jamais, je veux dire. Hein. Et puis, dernière idée reçue, sport de drogué. Moi, je dirais les sports de drogués. Les sports de drogués. Il n'y a pas que le culturisme. Hein, je veux dire, tous les sports sont drogués. Mais on met l'accent sur celui-là parce que c'est le plus facile comment dire, dans les médias à dégager, quoi. Hein. Il y a une sorte enfin, comment je dirais ça? En fait, l'esthétisme du culturisme fait que ça... Oula, excusez-moi. L'esthétique du culturisme fait qu'on a du mal à trouver que ce soit un corps normal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, du coup, les gens ont une tendance à construire ça, à avoir une image de, voilà, on ne peut pas avoir un corps comme ça parce qu'il n'est pas normal si on ne prend pas de drogue. Tu vois, c'est ça, Maintenant, un peu, il le faut truc. définir déjà ce qui veut dire normal. Et oui, non, mais D'une c'est époque bien. à l'autre, normal, c'est pour les Grecs, normal, c'était ça. C'était un corps bien musclé, tout ça. Pour eux, c'était normal. Je veux dire, comme pour moi, par exemple, dans une salle, dans des salles où on était tous développés, et quand un autre vient, on dira, lui, c'est lui qui est pas normal. Donc c'est une question de rapport de... Et peut-être c'est aussi un peu la jalousie, un peu qui les fait parler un peu. Oh là, dans mon cas, je dis pas ça. Donc de toute façon, mais de toute façon, je ne serais jamais jaloux de quelqu'un de Ouais. très Le sportif. professeur de Meyer a dit une fois, les gens disent toujours que les athlètes font des erreurs, mais l'être humain sédentaire est un être incomplet. Hmm. Ça résume tout. Mais on va parler d'Arnold Schwarzenegger parce que ça, par contre, c'est la grande star, évidemment, parce C'était la grande star. C'était la grande star. Il y a eu Jean-Claude Van Damme après lui, Oui. qui a fait un travail assez étonnant parce qu'il a allié. Stallone, c'était aussi une grande star. Il y a eu Stallone, il y a qu'est-ce eu qu'il y a eu Schwarzenegger. Oui, Il y a eu Jean-Claude Van Damme qui a fait une sorte de mix culturisme et philosophie, voilà. ce qui est assez étrange, mais c'est sympa. Non, mais c'est sympa, ça a un côté super drôle en fait. Voilà, t'as des années. Puis tu m'as parlé aussi d'autres gars comme Beau Paris, que je Beau connais pas Paris, du tout, et oui. puis Benaziza. Momo Benaziza. Ah, ça, c'est une histoire française. Bah, raconte. Mais je l'avais déjà dit. Oui, Momo mais- Benaziza, dans les années 87-88, c'était vraiment 1m53. 1m53 d'énergie. Et son entraîneur, Gérard Binou, qui est un compétiteur, il a gagné le Monsieur Univers 1975. C'était où, de nouveau, à Pretoria. Et c'était son entraîneur, et il a dit Momo, je veux participer au Monsieur Univers amateur à San Remo. Il dit oui, dans laquelle catégorie 77 kilos. Pour 1m53, c'est déjà beaucoup. Hein. 1m53, ça fait quoi comme ça? Ouais. 77 kilos, c'est déjà beaucoup. Il a gagné. Quand tu gagnes le titre Monsieur Univers, ça te donne le ticket pour devenir professionnel.
Et lui, il a choisi le ticket. Mais Gérard Bunou, l'entraîneur, a dit attention là. Tu me mets de pied dans un monde dont tu ne connais pas tout. Il a dit, et il est rentré dedans. Il a dit, il s'est inscrit chez Védère, chez les frères Védère. C'est eux qui ont l'IFPP, l'organisation des professionnels. Et il a fait tout ce qu'il faut, quoi. En moins d'un an, il est passé de 77 à 130 kilos. Oh là. En muscles, hein, en muscles. Avec des bras comme... Ah oui, non, mais tu peux pas montrer à la radio. C'est non, pas possible. Je peux pas le montrer parce que pour 1m53, c'est quelque chose de complet. Il doit y avoir des photos qui traînent sur Internet. Une fois, il est allé chez les pompiers, il était invité là-bas, il avait des bras comme ça, il était... Un muscle va dans l'autre. Les muscles du cou... Il n'y a même plus la place, quoi. Mais bon, esthétiquement, ça un peu... Ça laisse à désirer un peu. Et bon, ce monsieur Benaziza, il était très... Il était pas dans... Il voulait monter socialement, il était ouvrier dans une usine. Il a dit, maintenant je vais créer, j'ai gagné ça, j'ai gagné un prix professionnel. On m'appelait le tueur de géants. Parce que les autres, de 230 kilos, c'est des mecs d'1m85, tout ça. On m'appelle le tueur de géants. Il a fait faire des maillots à son effigie. Des maillots à son effigie. Et... Il y a Maxime qui a été chercher... je reconnais la photo. La photo des photos. Là, il est sec. sec. Là, il est sec pour la compétition. Et des photos à son effigie sur des maillots. Et sur le maillot, Killer of Giant. Et il a dit, je vais pouvoir quitter mon travail de... Bah oui. Et je vais devenir un commerçant. Parce qu'il y avait tout un truc quand même, voilà, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a beaucoup de gens manifestement c'est une pratique qui est essentiellement amateur, qui est peu professionnelle. Et le but des pratiquants, qui sont à très haut niveau, c'est justement d'arriver à un niveau professionnel. Oui, en fait, comme j'ai dit, pour les championnats, ici en Alsace, il n'y a pas de monsieur Alsace. On commence tout de suite au championnat de France, quart de finale, demi-finale, tout ça. Et pour en revenir à ce monsieur Benaziza, il a pris toutes les saloperies possibles. Hein. C'est-à-dire, pour passer de 77 à 130 kilos, pour 1m53. Et ça. Et en plus, quand tu es professionnel, toutes les semaines, il faut que tu fasses une démonstration quelque part. Que ce soit en Norvège, en Sibérie, tu prends l'avion et tu y vas. Avec les autres. Et il est arrivé septembre 92, ce Momo Benaziza, il a participé avec d'autres à une démonstration. Et à un moment donné, il était dans le vestiaire, comme j'ai dit, et il a un malaise. Il tombe. Et à côté, il y avait M. Bob Paris, de formation médecin, mais qui est devenu bodybuilding professionnel. Il lui a tout de suite fait des gestes, mais ensuite il téléphonait au secours. Trop tard. Joli geste, hein, quand même. Hein. Le problème, c'est qu'il y avait un journaliste qui était là. Il a tout enregistré. Et nous aussi, on enregistre ce qu'a dit après monsieur Paris. Il a mis en cause l'organisation des championnats. Son patron, M. Védère, il a mis en cause l'évolution du sport, les produits, ce qui équivaut pratiquement à un suicide professionnel, quoi. Ouais, j'imagine. Là, il l'a bien dit, il a dit à une époque, Beau Paris, à l'époque, quand il était encore plus jeune, il faisait du football américain, mais comme il était doué pour développer des haltères, ils l'ont envoyé dans une salle en Californie, et il dormait dans sa bagnole. Et Védère, il a convoqué dans son bureau, il a dit, écoute, tu me tues dans le dos. Tu te souviens quand tu dormais comme un clodo dans une bagnole? Moi, je t'ai fait de toi un mec qui passe dans les journaux, qui est considéré comme un playboy, beau Paris. Le mot Paris, ça veut dire en grec, avec des cheveux bouclés un peu. C'est un peu un playboy, en même temps, mec super musclé comme ça. Disons, ce serait Steve Rivers, on n'en a pas parlé.
C'est un athlète des années 50. Non, mais l'émission va pas durer des heures non plus, quoi. Ouais. Mais bon, c'était quelque chose qui allait devenir. Quelque chose qui allait devenir. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de où est-ce qu'on peut pratiquer aujourd'hui à Strasbourg? Ben, à Strasbourg, il y a. Moi, je vais au comment ça s'appelle Basic Fit. Tout simplement. Ça s'appelle Basic Fit, oui. Parce que c'est une salle juste où les gens font. Voilà, Ouais, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. D'accord. Et à côté, derrière, il y a. Comment ça s'appelle le boxeur, là Panza. Panza. Il a aussi une salle, mais lui, c'est plutôt boxe. Mais il y a aussi du matériel. Mais tu disais qu'il y avait peu de Est-ce qu'on peut être suivi par un vrai professionnel, un endroit où on peut être suivi? Ça, je peux pas te le dire. Ah, c'est De dommage. toute façon, même s'il y en a, s'il y en a pas, pour moi, je sais ce que j'ai à Bah faire. toi, donc, hein. ouais. Toi, hein. Alors je vais donner Par ton contre, il y a, 06 et comment ça tu vois. s'appelle Rue du Marché au Vin. Pour ceux qui veulent faire de Ouais. culturisme, Rue je vais du te donner Marché le au Vin, 06. il y a, tu sais, en haut là, Oui. en bas il y a Footlocker, je sais Oui, pas oui, comment oui, ça oui, s'appelle. En haut il y a une salle, mais tu payes les coachs, D'accord. tu les payes. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça le truc. Et pour savoir s'ils sont compétents, je sais pas. Je sais pas s'ils sont passés par la formation, ma formation ou une autre formation, mais je peux pas te répondre là-dessus. Bon, ben écoute, hein, c'est dommage, mais bon, c'est pas aujourd'hui que je vais devenir baraqué comme toi. En tout cas, merci Laurent. Ben oui, moi ça m'a fait plaisir de partager cette passion. Hein, avec, Bah ouais. Mais c'est une vraie monde, passion, hein. ça se sent. Hein. En tout cas, Ouais. bah, merci. Salut. Merci. Puis Salut, hein. la prochaine émission, ça sera sur une autre passion parce que Ouais, j'ai bien vu que t'es voilà. un mec passionné quand même. Ouais. Heureusement qu'il y a les passions. Tu connais l'écrivain Charles Bukowski? Oui. Il disait ah, ces gens qui n'ont pas un petit moment de folie dans leur vie, quel ennui. Bah, je te laisse le mot de la fin. Ouais. Bah, salut et puis à la prochaine émission. Ok, Salut. merci. Ain't no sunshine when she's gone. It's no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. I know. Ain't no sunshine when she's gone. Anytime she goes away.
way.